Je me présente, je suis Dominique Olivier, je suis la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal et ça me fait très plaisir de vous voir en si grand nombre au début de septembre, un jour de semaine, pour venir participer à cette activité qui va nous permettre de continuer à structurer notre réflexion sur le secteur Bridge-Bonaventure. Petit rappel au point de départ, la commission est formée de 3 commissaires de l'Office qui sont M. David Anna, Mme Francine Simard, qui sont ici dans le coin, et présidée par Mme Nicole Brodeur, qu'on remercie, et soutenue par nos 2 analystes qui sont Élise No et Marina Joly. Je ne sais pas où est Marina, voilà. Marina qui est en avant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à interpeller une de nos 2 analystes, surtout sur la méthode et sur ce qui va se passer. Nos commissaires sont là aujourd'hui pour entendre tout ce qui va se dire, ce que nos panélistes ont à dire, ce que vous avez à nous dire, et ça va continuer à alimenter leur réflexion. Alors, vous le savez, on avait fait une démarche de consultation qu'on a voulu assez complète pour ce dernier territoire important pour compléter la trame du centre-ville et de permettre de désenclaver des territoires. Alors, je vous rappelle rapidement ce qui s'est passé. Le 22 mai, on a fait la séance d'information et de porte ouverte, suivi d'un atelier de concertation le 14 juin, de visites. On a fait cet été des visites exploratoires sur le thème du patrimoine, un peu partout à travers le territoire. Et aujourd'hui, on est donc à l'étape du colloque, renouveler un territoire urbain morcelé. À partir de la semaine prochaine, vous allez pouvoir faire ce que nous appelons des opinions en ligne, c'est-à-dire vous allez pouvoir répondre sur un certain nombre de thèmes en 250 mots ou moins à des questions précises dirigées sur lesquelles on aimerait avoir des réponses. Ceci ne vous empêche pas du tout d'aborder les thèmes qui vous intéressent et de pouvoir même aller plus loin et nous soumettre une opinion écrite ou venir soumettre une opinion orale à la commission. La date limite pour envoyer vos opinions orales est le 26 septembre. Vous aurez, à partir du 2 octobre, on va commencer les séances d'information, les séances d'audition de mémoire, et donc vous aurez la possibilité de venir vous exprimer devant la commission à ce moment-là. Vous avez rapidement, je vais passer rapidement quelques images de ce qui s'est passé. Il y a eu, entre autres, les visites exploratoires où 50 personnes sont venues dans 2 visites. On a eu les ateliers thématiques où ont participé des gens sur invitation, les ateliers de concertation. On a eu 41 personnes présentes, représentant 29 organismes. L'idée, c'était un peu de voir quels sont les enjeux pour notamment les secteurs d'emploi et les divers intervenants. Et nous voilà maintenant, donc, à l'étape de la journée d'aujourd'hui. Ce qu'on veut faire, c'est nourrir et stimuler votre réflexion. On veut que les gens puissent se nourrir d'expériences internationales, d'expériences locales, de réflexions de diverses personnes pour qu'on puisse voir comment on va aborder les enjeux du secteur Bridge-Bonaventure. Aujourd'hui, mon Dieu, les choses sautent vite. Aujourd'hui, la journée est divisée donc en panels et en ateliers. Donc, on vous demande de choisir. On va commencer d'abord par la conférence d'ouverture avec notre invité international que ça nous fait très plaisir d'avoir. On va ensuite poursuivre avec 2 panels. Le premier panel traite de la question du patrimoine, le second de la mise en scène des entrées de ville. Ce sont des ateliers qui sont concurrents, donc vous devez choisir un ou l'autre, ou vous pouvez, si vous êtes vraiment intéressé, vous promener d'une salle à l'autre, mais ça peut être un peu compliqué. L'autre salle d'atelier se trouve de l'autre côté du couloir et il y aura des gens pour vous diriger à la sortie. Donc, le premier atelier a lieu ici, le second aura lieu derrière. On a ensuite un dîner libre. On a prévu beaucoup de temps pour vous laisser le temps de réseauter, de vous parler et ainsi de suite. Donc, on aura 2 heures de pause pour le lunch. Et ensuite, on revient ici dans cette salle et dans l'autre salle pour 2 autres panels. Un qui est sur renforcer
le transport actif et collectif, donc les connexions du transport actif et collectif, et le second qui est la mise en réseau d'espaces publics. Donc, on va parler cet après-midi de verdissement, de transport actif, etc. Selon le même principe, une salle, l'autre salle, allez là où ça vous intéresse. Et finalement, le dernier panel qui va se faire ici va toucher toute la question des activités économiques et comment est-ce qu'on est capable de renouveler ce territoire-là, tant dans sa vocation que dans sa configuration. Alors, on a plusieurs invités très intéressants qu'on vous présentera dans le cadre de chaque atelier. Je voudrais quand même mentionner qu'on fait partie, certains d'entre vous le savent, d'un projet qui s'appelle MTL pour favoriser la participation des femmes. Parce qu'on s'est rendu compte très, très souvent que les femmes n'interviennent pas aussi facilement en public. Et on fait une expérience pilote depuis 1 an où on essaye de promouvoir l'alternance au micro. Donc, si vous avez des questions à poser, vous vous mettez au micro, mais on vous demandera, s'il vous plaît, tant les hommes que les femmes, de faire preuve j'allais dire de galanterie, mais c'est peut-être pas le bon terme, pour favoriser l'alternance et faire en sorte que tout le monde puisse avoir des temps de parole égaux. Puis je vous invite, mesdames, donc, à ne pas hésiter à venir au micro parce que très souvent, ce qu'on réalise, c'est que si certains thèmes ne sont pas abordés en consultation par les femmes, bien, ça passe souvent inaperçu. Et quand elles voient des longues files, des fois, elles sont plus hésitantes à se mettre directement dans la ligne. Donc, nos animateurs ont reçu la consigne de favoriser l'alternance. Et je vous remercie de collaborer à cela. Mais sans plus tarder, je sais que vous n'êtes pas venus pour m'écouter. Moi, j'ai le grand plaisir, l'immense plaisir de vous présenter notre conférencier d'ouverture, M. Julien Lahaye, qui est venu outre-Atlantique pour venir partager avec nous son expertise dans de la transformation de territoire. C'est un spécialiste de l'aménagement des grands territoires. Il a accumulé une 12aine d'années d'expérience professionnelle en maîtrise d'ouvrages urbains auprès des grands aménageurs. On parle des grandes collectivités locales, notamment tout ce qu'il a fait pour la vallée de la Chimie, pour le Grand Lyon. Il est chargé de projet métropolitain présentement, donc, dans le Grand Lyon, et travaille sur un projet de territoire de 2000 hectares à l'entrée sud de la métropole lyonnaise. Et ils mettent tout en œuvre pour accélérer la transformation de ce territoire un peu hors du commun. Alors, M. Lahaye, merci beaucoup et je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, excusez-moi, avec le décalage horaire, quelquefois, je risque de m'exprimer un petit peu mal. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie beaucoup l'OCPM, dont on est très jaloux en Europe et en France de m'avoir invité. Vous avez encore la chance de concerter sur les grands projets de territoire, ce qui est devenu assez rare dans le vieux continent, donc on vous remercie. Je vais essayer de faire assez synthétique et effectivement introduire peut-être en introduction déjà quelques biais. Je vais vous présenter un projet important de transformation d'une entrée d'une grande métropole européenne, à savoir Lyon. J'ai aucune prétention de vous présenter ici de bonnes recettes que vous pourriez dupliquer ou copier. Finalement, vous faites beaucoup de choses mieux que nous. Je suis plutôt là pour vous apporter quelques éclairages sur des outils, quelques recettes que l'on a pu mettre en œuvre, en espérant que vous trouverez dans la présentation de quoi nourrir votre future consultation. Donc, n'hésitez pas, on aura un temps de questions-réponses à l'issue de la présentation. Donc, la vallée de la Chimie, c'est un territoire important. Je vais prendre la télécommande. Hop. Merci, Madame la Présidente. C'est un territoire d'entrée de ville important à l'entrée sud de Lyon, puisque le territoire, beaucoup plus grand que le secteur Bridge-Bonaventure, ici, concerne près de 2000 hectares de friches et d'activités économiques et d'activités résidentielles entre le sud de Lyon et le secteur de Givors, donc à une vingtaine de kilomètres au sud de l'agglomération. Au total, c'est une mini-agglomération au sein de la grande métropole de Lyon, hein. La métropole de Lyon, je rappelle, c'est à peu près la même taille que Montréal, à peu près 1 500 000 habitants. Et la vallée de la Chimie, c'est 100 000 habitants au sein de cette grande métropole. Et c'est un territoire historiquement fortement marqué par l'industrie, on va le voir juste après, qui est en pleine reconversion aujourd'hui. Pardon, ça va assez vite. Je vais reculer. Hop.
Voilà, c'est un territoire qui est fortement marqué par l'industrie, un petit peu comme le secteur qui vous concerne aujourd'hui, mais finalement de manière pas si ancienne que ça, puisque les implantations industrielles, en particulier une raffinerie, la raffinerie du groupe Total, remontent aux années 60, 1960 et 1970. Donc c'est un territoire qui s'est urbanisé de manière assez rapide. On le voit bien sur la photo d'après, si j'arrive à passer. Voilà, on a l'image en 1954 sur votre gauche. On aperçoit le port de Lyon, le port Édouard Herriot au nord de l'image, et puis la vallée de la Chimie aujourd'hui, avec, comme c'est le cas aussi ici à Montréal, bien évidemment l'urbanisation qui a gagné très rapidement les secteurs industriels. Et on commence déjà à l'apercevoir sur cette image. On est aussi sur un territoire qui est très fortement marqué par de grandes infrastructures. On le verra juste après, une autoroute, la principale autoroute en France, qui relie Paris à Marseille, des voies ferrées, plusieurs voies ferrées, un canal de navigation du Rhône qui a été construit dans les années 60 en même temps que la raffinerie, qu'on aperçoit sur l'image à votre droite, et puis aussi des ruptures géographiques assez fortes, puisqu'on a, en plus du fleuve, la présence de certaines collines qui créent effectivement des ruptures et un morcellement du territoire très très fort. On verra que le territoire, il est aussi morcelé, on le voit bien sur cette image, par les emprises extrêmement importantes des industriels, puisque plusieurs activités à elles seules sont implantées sur des parcelles qui peuvent faire 50, 80, jusqu'à même 100 hectares, qui sont infranchissables aujourd'hui et qui viennent créer un morcellement extrêmement fort, notamment avec les zones urbaines. On voit bien que le tissu résidentiel est venu progressivement se rapprocher des tissus largement productifs historiquement. Et tout l'enjeu pour nous dans l'intervention qu'on conduit sur ce grand territoire, donc qui est piloté par la métropole de Lyon, l'équivalent quelque part de la ville de Montréal, c'est bien de refaire de la couture urbaine, c'est le terme qu'on emploie, pour essayer effectivement de dépasser les ruptures historiques et de venir créer sur ce territoire une vraie dynamique de développement, tant économique, on le verra tout à l'heure, que résidentiel, que en termes d'attractivité, d'espace public et de paysages notamment. Je surveille le temps. Oups. Le territoire de la vallée de la Chimie, et ça c'est peut-être un point commun avec le secteur Bridge-Bonaventure, il est marqué aussi par des marqueurs territoriaux, des symboles extrêmement forts. J'ai eu l'occasion hier soir, en arrivant, de me promener sur le secteur Bridge-Bonaventure. C'est vrai qu'on est très marqué à Montréal par ces grands silos que vous pouvez avoir, par Habitat 67. Voilà. On est sur un secteur qui est très connu finalement, même par les visiteurs qui viennent à Montréal. Sur la vallée de la Chimie, c'est un petit peu la même chose. Alors, c'est pas la plus belle image de Lyon, pour ceux qui sont déjà allés en France, loin de là, mais c'est quand même un territoire qui est très marquant, puisqu'en fait, quasiment la moitié des Européens sont déjà passés dans la vallée de la Chimie pour se rendre sur les plages de la Méditerranée, puisque l'autoroute traverse ce secteur-là. Et du coup, ça crée effectivement des représentations, c'est un petit peu la même chose qui vous concerne aujourd'hui, extrêmement fortes. Et du coup, on y est très attentif dans le projet de territoire qu'on a sur ce secteur. J'avance un petit peu. Bien évidemment, pour intervenir, j'y reviendrai après, on a un certain nombre de documents de planification assez classiques, que toute collectivité, c'est la même chose ici à Montréal, peut développer. On verra que peut-être la particularité sur ce secteur vallée de la Chimie, c'est que la majorité des documents de planification ont quand même été co-construits avec l'ensemble des acteurs, ce qui en France n'est pas classique. Alors pas obligatoirement dans des démarches de concertation ou de consultation publique, mais plutôt dans des démarches partenariales, publiques-privées, ce qui effectivement est une recette moins classique sur nos territoires. On le verra tout à l'heure, notamment avec l'appel des 30. On a aussi développé un plan guide, donc une sorte de master plan qu'on a confié à des architectes urbanistes hollandais, qui s'appelle OMA, Office for Metropolitan Architecture, qui donne à voir d'ici 2030, donc ce n'est pas une planification de court terme, c'est un plan qu'on a bâti en 2015, et qui donne à voir, au-delà du mandat politique des élus, comment on peut transformer un territoire. Et du coup, on a la chance de ne pas être bloqué par le temps du politique, qui est forcément un temps très court, et on se donnait la chance d'avoir une vision de long terme. On le verra un petit peu après. Donc on intervient à la fois avec des opérations d'aménagement, d'infrastructures, d'espaces publics, construction d'un nouveau pont, j'en parlerai un petit peu plus loin, mais aussi avec des interventions fortes sur le foncier, pour effectivement ne pas se rendre propriétaire, parce que vous savez, en Europe, il n'y a plus d'argent de toute façon, c'est peut-être le bien important avec Montréal, mais pour le coup, on assiste les propriétaires privés dans la valorisation de leurs biens, dans une logique vraiment gagnant-gagnant avec la collectivité. On va le voir juste après.
Donc on intervient sur la totalité du territoire qui fait à peu près 20 km, 20 km². Donc je vais vous présenter assez rapidement 5 thèmes qui font écho à vos problématiques ici. Le premier, c'est le travail sur la mixité fonctionnelle. Donc on est vraiment dans une logique plug and play, de venir sur des fonciers privés implanter de nouvelles activités, essentiellement des activités économiques, dans une logique où nous, notre problématique, c'est vraiment de conforter l'emploi industriel. On a à peu près 18% d'emplois industriels à l'échelle de la métropole de Lyon, ce qui fait de Lyon la plus grande métropole industrielle française. La majorité des métropoles en France ont plutôt tourné le dos à l'industrie pour se tourner plutôt vers les fonctions tertiaires. Nous, on est persuadés que derrière un emploi industriel, il y a 2 à 3 emplois dans les autres secteurs, et du coup, on est très vigilant à ça. Donc, dans cette logique d'infiltration finalement sur le territoire, on aperçoit l'une des friches que l'on peut avoir. L'enjeu pour nous, c'est de venir pluguer dans ces grandes parcelles privées des activités nouvelles qui vont permettre bien évidemment de créer de l'emploi, ce qui est notre problématique en France importante. On est sur des secteurs ici où on a près de 20% de chômage, donc extrêmement élevé. Et du coup, l'enjeu pour nous, c'est que ces activités profitent au plus grand nombre, d'où une vocation productive, mais aussi des activités qui vont permettre d'améliorer les services dans cette grande plateforme industrielle. Et pour ça, on a imaginé un outil qui s'appelle l'appel des 30, qui nous permet donc de plugger ces activités, mais comme je l'expliquais, non pas sur des fonciers maîtrisés par les collectivités, mais bien sur des fonciers privés. Et nous, on va juste créer le cadre favorable pour tous ensemble aller chercher des prospects qui vont venir s'implanter sur ces parcelles-là. Donc ça produit un certain nombre de résultats, vous en voyez quelques exemples ici. Et on a réussi comme ça, dans des grandes galettes industrielles, à venir implanter aujourd'hui un peu plus de 300 nouveaux emplois. C'est surtout à peu près 500 millions d'euros, donc à peu près 600 millions peut-être de dollars canadiens, de projets sur la période 2015-2020, et qui permet effectivement au territoire de rester compétitif et aussi de se transformer qualitativement, puisque bien évidemment les activités qu'on va venir implanter, elles sont plus pérennes et surtout elles apportent une image plus positive du territoire qui tourne le dos progressivement à la chimie traditionnelle pour aller plutôt sur des activités à plus haute valeur ajoutée, en particulier dans le domaine de l'environnement et de la gestion de la ville. Quelques exemples très concrets. On est en train d'implanter le campus d'un groupe industriel belge qui s'appelle Solvay, qui va créer 1000 emplois, plutôt des emplois de techniciens et de recherche et développement. Et en parallèle, puisque l'industriel investit 120 millions de dollars canadiens à peu près, nous, on développe le tissu résidentiel pour ses futurs salariés en proposant des programmes de logement neufs et on fait tout un travail sur l'amélioration des espaces publics et la desserte de ce territoire. C'est la même chose sur le deuxième exemple, où on va implanter une usine du groupe Safran, un des leaders européens de l'aéronautique, qui va créer une usine ici de freins d'avion sur une parcelle en partie publique, en partie privée de la vallée de la Chimie. Et pour accompagner ce projet, là c'est un projet quand même à 350 millions de dollars à peu près, on investit, nous, collectivités, sur l'offre de logement, parce que le groupe nous dit, moi je vais m'implanter, mais est-ce que mes salariés vont pouvoir se loger? Est-ce que je vais déjà trouver des personnes à recruter qui vont être formées? Donc nous, notre accompagnement, il se fait vraiment sur ce volet-là, y compris sur le volet plus forte qualité des espaces publics, ce qui est très déterminant. Et puis, en parallèle, on a une action globale sur le territoire qui pourrait vous intéresser ici. C'est comment, finalement, ces territoires industriels qui sont au contact direct du centre-ville, ils peuvent demain devenir ce qu'on appelle, nous, l'usine énergétique métropolitaine. L'enjeu, c'est de dire, finalement, ces territoires, aujourd'hui, ils consomment souvent beaucoup d'énergie, de par les activités qui sont présentes, et cette énergie, elle n'est pas redistribuée à l'ensemble de la métropole. Notamment ce qu'on appelle en Europe la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur que produisent les industriels qui n'est pas utilisée. Tout l'enjeu pour nous, c'est l'image d'après, c'est venir reconnecter ces outils de production énergétique industrielle à nos réseaux de chauffage urbain métropolitains. Ce qui est très important puisque finalement, les industriels produisent déjà quasiment autant d'énergie que notre réseau de chaleur a besoin, mais c'est une énergie qui est perdue, qui ne sert pas. Donc tout l'enjeu pour nous, sur ces questions énergétiques, c'est pareil sur l'usine de traitement des déchets, c'est que finalement ce territoire qui est un territoire subi devienne un territoire approprié, y compris par les grands Lyonnais, et qui ne soit pas vécu comme un territoire uniquement de contraintes. Le deuxième enjeu qui vous intéresse peut-être plus ce matin, et dans votre future consultation, c'est l'enjeu des ce qu'on appelle nous en Europe les infraruptures. Donc c'est comment toutes ces grandes infrastructures que vous avez aussi sur le secteur Bridge Bonaventure, finalement, elles viennent séparer, elles viennent morceler de manière très très forte le centre urbain
d'un grand quartier. Et effectivement, dans la vallée de la Chimie, on le voit bien dans ce découpage un petit peu en lanière, on a la présence de très grandes infrastructures qui sont venues créer des ruptures très très fortes, surtout pour les citoyens, pour les usagers du territoire, de telle sorte que même les salariés qui travaillent sur les plateformes industrielles, une grande majorité n'habitent pas en proximité, et du coup, en fait, ils ne franchissent jamais ces infrastructures. Ils vont directement sur leur lieu de travail, après ils rentrent chez eux, et finalement le tissu urbain autour ne bénéficie que très peu de la proximité de ces activités. Donc on a tout un enjeu de couture qui passe par des aménagements. Là, pour le coup, on a dû mettre la main au portefeuille côté Grand Lyon pour effectivement investir tant sur les passages souterrains, qui sont souvent, vous savez, des endroits assez glauques. Enfin, je ne sais pas au Canada, mais en Europe, plus personne n'ose passer à l'intérieur. C'est mal éclairé, c'est vécu un peu comme des coupes-gorges. Donc, on a beaucoup investi sur ces questions de passages souterrains. On a intervenu sur 5 ou 6 passages qui ont été requalifiés, notamment avec des artistes. Et puis, on fait la même chose sur les franchissements aériens, en construisant de nouveaux ouvrages, soit par-dessus le fleuve, soit dans la majorité des cas aussi par-dessus les voies ferrées. Donc c'est des investissements très lourds, bien évidemment, pour la collectivité. On parle au total de près de 100 millions d'euros, peut-être 130 millions de dollars canadiens, pour effectivement mieux connecter le territoire urbain. Et c'est un enjeu très très fort. Le dernier investissement qu'on fait, qui vous parlera peut-être ici, c'est sur l'autoroute. Comme à Montréal, Lyon est marqué par des très grandes infrastructures routières qui datent des années 60, un petit peu comme ici au Québec, qui sont venues créer des ruptures très fortes. Alors, vous avez couvert un certain nombre d'autoroutes. Nous, ça coûte trop cher, on est en Europe, on n'a pas d'argent. Du coup, on a carrément décidé de transformer les autoroutes où on pouvait rouler à 130 km/h en France, en boulevards urbains où les gens roulent à 50 km/h. Autant vous dire qu'effectivement, ça a un impact extrêmement fort sur l'utilisation de l'automobile. C'est un moyen très fort de forcer les gens à changer leur mode de mobilité, et notamment donc l'autoroute qui s'appelle A7 historiquement, qui est une autoroute gérée par l'État. Elle est devenue une autoroute métropolitaine gérée par la métropole. Elle a été déclassée et on est en train de faire les travaux que vous voyez ici de transformation en boulevard urbain. Donc il y a un investissement quand même très lourd, autour de 50 millions d'euros, et qui aura un impact très fort, notamment sur le trafic de transit qui passait sur ce secteur-là. J'accélère un petit peu. En lien avec ces infrastructures, et c'est tout à fait cohérent avec ce que je viens de dire sur l'autoroute, en Europe, on est en train depuis quelques années de se tourner de manière très rapide, aussi en lien avec les problématiques climatiques, sur de nouveaux modes de transport. Et c'est vrai que l'utilisation de la voiture sur les 5 dernières années en France en particulier connaît une décroissance extrêmement forte, avec des politiques publiques qui vont dans ce sens-là, qui sont poussées. À Lyon, on a notamment ce qu'on appelle une zone de faible émission par les véhicules, dans lequel, donc, notamment tout le centre de Lyon, sont interdits dans les prochaines années tous les véhicules diesel. Donc c'est une politique publique très très forte qui vise aussi bien évidemment à développer d'autres modes de transport, d'autres types de mobilité, sur la vallée de la Chimie en particulier. Donc on essaye de s'appuyer sur le réseau ferroviaire existant, un petit peu comme vous l'avez ici. Alors je sais qu'il y a le projet du réseau express métropolitain ici à Montréal. On est assez jaloux de ce projet-là, surtout qu'il est payé par la Caisse des dépôts qui en Europe finance plus grand-chose. Et puis on investit beaucoup sur les modes doux aussi, bien évidemment, mais vous le faites ici à Montréal. Et puis on le verra juste après sur les nouveaux types de mobilité. Alors on travaille beaucoup notamment sur les dispositifs de partage de véhicules qui se sont beaucoup développés ces dernières années. Et on travaille avec les industriels pour que justement les industriels proposent des systèmes de partage de vélos et de partage de voitures. Donc au départ, on a plutôt travaillé avec eux sur le covoiturage, qui est un vrai succès, et maintenant on les accompagne aussi sur des véhicules partagés ou des systèmes de navettes autonomes. On a 3 systèmes de navettes autonomes à Lyon, dont un qui est sur la zone d'activité, qui permet sur des grandes distances de transporter des personnes, vous savez, sans chauffeur. Et puis, on continue de développer le système de Bixi lyonnais qui s'appelle Vélove. Je vous ai parlé du réseau express métropolitain. Donc, nous, il n'existe pas encore à Lyon. Et c'est dommage, puisqu'en fait, les gares sont déjà là. En fait, dans la vallée de la Chimie, on doit avoir près de 10 gares. Mais aujourd'hui, les trains ne s'arrêtent pas. C'est quand même un vrai problème. Ils traversent le territoire, mais du coup, ce n'est pas un système qui est utilisé, alors même qu'on est à 5 minutes du centre de Lyon en train. Et on n'a notamment pas de tarification combinée. Donc, c'est un souci. Oh, pardon, je vais aller un peu vite. Et enfin, juste pour terminer sur les transports, on développe de nouvelles mobilités et depuis quelques mois, on se tourne beaucoup sur l'hydrogène
on développe des systèmes de transport en commun à l'hydrogène et des vélos à l'hydrogène qui ont une autonomie très très forte et qui se rechargent en 1 minute. Donc c'est vraiment un système de transport dans lequel on investit beaucoup. C'est la même chose sur l'utilisation de navettes fluviales, qui là aussi est un investissement important pour nous. Quatrième enjeu, la question du paysage et des espaces publics sur une entrée de ville. Donc là aussi, ça fera écho, je pense, à ce que vous avez ici. On a beaucoup de délaissés d'infrastructures ferroviaires, routières, qui sont peu qualitatifs aujourd'hui. Donc on a un vrai enjeu à réaménager les espaces publics, et notamment paysagers, autour de ce secteur-là. Et là aussi, la recette qu'on a choisie, c'est une recette publique-privée. Donc on ne fait pas uniquement de l'espace public à caractère, je dirais, ornemental. On est aussi sur un paysage qui va avoir une valeur économique, ce qui est assez nouveau pour nous en Europe. Et on a des vrais besoins, puisqu'en fait, une partie de notre paysage, de toute façon, il va se développer sur des secteurs, alors ce n'est pas lisible d'où vous êtes, mais qui sont extrêmement pollués, comme ici sur le secteur Bridge-Bonaventure, et avec du coup une fertilité quasiment nulle. Donc on est obligé de toute façon de trouver de nouvelles solutions. On a développé 3 filières, l'une sur le traitement des sols pollués par la phytoremédiation, l'une sur la fabrication de terres fertiles. Donc vous savez, c'est la terre qui sert dans les projets d'aménagement. Et en Europe, cette terre, elle coûte de plus en plus cher et surtout, elle vient de plus en plus loin. Elle est grignotée sur des espaces agricoles et c'est une vraie problématique climatique. Donc aujourd'hui, on fabrique de la terre recyclée à partir de nos chantiers sur ces territoires-là. Et enfin, 3e sujet, c'est la biomasse. On vient planter des arbres qu'on va venir couper tous les 10 ans et qui vont alimenter nos chaufferies bois. On a 8 chaufferies bois dans la métropole de Lyon, dans une logique là aussi vertueuse de production énergétique à travers le paysage. Donc ce n'est pas qu'un paysage ornemental. Et voilà, ça c'est une des plateformes démonstrateurs qu'on est en train de mettre en place en illustration. Et sur ce sujet du paysage et des espaces publics, c'est là où effectivement on mobilise le plus les habitants. On a notamment développé ce qu'on appelle le paysage participatif. Donc on travaille vraiment pour que les salariés et les habitants puissent, à travers des activités, notamment de jardinage, partager un certain nombre d'activités et que progressivement, on puisse reconnecter ce qu'on appelle le territoire productif, travailler avec le territoire habité, qui est juste à côté, mais qui a perdu tout lien avec le territoire. Donc ça, c'est un enjeu très fort qu'on développe sur les parcelles assez contraintes. Donc quelques exemples sur le secteur de la vallée de la chimie. Dernier sujet qui est peut-être important au regard de ce que vous allez devoir produire dans les prochaines semaines dans le cadre de la consultation, c'est la fabrication du projet. Comme je vous le disais, en France, mais de toute façon de manière encore plus globale en Europe, on a totalement perdu la tradition de concertation, de consultation publique. On est même obligé de faire venir l'OCPM pour nous donner quelques bons conseils parce qu'effectivement, on ne sait plus travailler finalement avec le milieu, avec les associations, avec le grand public. Et du coup, sur un projet de traitement d'une entrée de ville, bien évidemment, on ne peut pas faire ça tout seul, en chambre, au sein du Grand Lyon. Donc, mobiliser les élus, là je vous ai mis les portraits de tous les élus de la vallée de la chimie, même s'ils sont sur un échiquier politique extrêmement diversifié qui va de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, c'est pas très compliqué puisque de toute façon on est sur un territoire où les enjeux sont tellement forts, un petit peu comme vous ici, que les élus sont tous favorables à la transformation du territoire, pour peu qu'effectivement on aille vers un territoire plus qualitatif. La difficulté, c'est de mettre autour de la table non seulement les élus, mais aussi toutes les parties prenantes, en particulier les citoyens. Et pour ça, on s'appuie beaucoup effectivement sur le milieu local, mais aussi sur les acteurs économiques. Puisque, comme je vous l'ai dit, on a près de 50 000 salariés sur la vallée de la chimie. Donc on pense qu'en allant chercher les salariés, on va pouvoir co-construire le territoire ensemble et on va progressivement dans une logique qu'on appelle nous de plateforme pour que effectivement l'ensemble des acteurs du territoire puissent développer sur la grande vallée de la chimie un projet en commun qui va permettre à chaque partie de pouvoir s'y retrouver. Alors, c'est pas facile parce qu'on n'a pas la même logique finalement que la ville de Montréal. Ici, à Montréal, vous savez, la ville, elle calcule souvent les projets de développement aussi en lien avec les recettes futures, fiscales notamment, que les projets vont apporter. Ça, c'est quelque chose que culturellement en Europe, en tout cas en France, on ne fait pas du tout. On ne calcule jamais, ça peut paraître improbable, mais on ne calcule jamais les recettes attendues d'un projet, que ce soit un projet privé d'implantation économique ou un projet résidentiel. Ce n'est pas un critère qui est pris en compte. Et même, on ne le calcule même pas, en fait, cet indicateur fiscal. Donc finalement, quand on décide d'investir sur un territoire de l'argent public, c'est sans mesurer les retombées à long terme que va produire
le développement du secteur. Donc, c'est vrai qu'on est dans une discussion avec les partenaires économiques, mais aussi avec les habitants, qui est peut-être un petit peu différente, puisqu'effectivement, on ne se projette pas dans les recettes attendues. Ce qu'on va mesurer, c'est les recettes à très court terme, c'est quoi les investissements que vont faire les différents acteurs. Je vous parlais d'un centre de R&D à 130 millions de dollars, ça on sait le calculer réellement, mais on ne sait pas dire derrière ce que ça va apporter en termes de recettes fiscales à long terme. L'enjeu pour nous, il est surtout sur l'emploi. Donc c'est vrai que l'indicateur premier qu'on va regarder, c'est vraiment la création d'emplois dans le projet et la création de nombre de logements. Finalement, c'est les deux indicateurs primordiaux qui sont pris en compte. Je ne sais pas si ça vous intéressera ici, mais nous, on a un enjeu très fort, qui est sans doute quand même qu'on peut retrouver à Montréal, c'est comment offrir suffisamment de logements pour les populations qu'on accueille. On a la chance à Lyon d'avoir quand même une vraie dynamique de développement économique et de développement de l'emploi, même si on part de très loin, comme je vous l'ai dit. L'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à loger les personnes qu'on va avoir. On livre à peu près 10 000 logements par an sur l'ensemble du Grand Lyon. Le besoin, il serait plutôt entre 15 et 18 000. Donc la demande sur la tension sur l'offre, elle est extrêmement forte. Et de fait, même des secteurs comme la vallée de la chimie, qui étaient jusqu'à il y a très longtemps très disqualifiés en matière de rente foncière, et là il y a peut-être une similarité avec le secteur Bridge-Bonaventure, c'est sans doute pas le secteur le plus coûteux de Montréal, mais sans doute, bien évidemment, un jour ça le deviendra, puisque la tension sur l'offre, elle est tellement forte qu'il faut effectivement construire un projet en étant vigilant. C'est ce qu'on essaye de faire ici, en proposant par exemple des logements qui soient bien évidemment accessibles au plus grand nombre, des logements sociaux en location, des logements en accession sociale à la propriété, des logements privés, et en proposant aussi une offre d'emploi qui soit le plus diversifiée possible pour l'ensemble des acteurs et que ça ne profite pas uniquement à des nouvelles populations, mais aussi en priorité aux personnes qui habitent sur le territoire en local. Voilà ce que je voulais vous dire sur le projet Vallée de la Chimie. C'est une présentation assez rapide, on m'a demandé de faire vite. Voilà, j'espère que ça va donner lieu à quelques questions et que ça pourra surtout nourrir la consultation que vous allez lancer sur le secteur Bridge-Bonaventure. J'ai eu l'occasion de m'y promener hier en descendant de l'avion. Effectivement, je vous confirme qu'il y a pas mal de choses à faire quand même parce que j'étais à pied et c'est pas le meilleur moyen de visiter le territoire aujourd'hui, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, c'est un beau symbole, je pense, de Montréal. Et du coup, je serais impatient déjà de lire le rapport de l'ECPM une fois qu'il sera produit, et puis de voir comment mes collègues de la ville de Montréal et l'ensemble des acteurs s'en emparent. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions, et merci de votre attention. Alors, je suis censé faire... Je suis censé donner la parole, mais vous pouvez modérer avec moi, sachant qu'on va donner la priorité à mesdames, puisqu'effectivement, le CPM, et j'en suis très heureux, est garante aussi que la mixité soit bien respectée. Je vous en prie. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. C'est formidable et on peut se reconnaître un peu, nous, ici, dans ce que vous avez fait. Cela dit, nous, il y a un autre élément très important qu'on prend en compte et que je ne vois pas dans votre rapport, c'est la vie culturelle. Comment vous développez la vie culturelle dans ce secteur industriel ou comment vous donnez accès à vos populations à cette question-là? Merci. Merci. Je réponds directement et puis on enchaîne les questions. On n'est pas bon, effectivement, sur cet aspect-là. On y travaille fortement puisque la métropole de Lyon a la compétence en politique publique de la culture, mais c'est un secteur qui avait été désinvesti tant par le milieu que par les institutions en matière culturelle. Et l'enjeu pour nous, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est comment sur un territoire comme ça, on peut continuer à développer des politiques culturelles. Donc on a fait des actions concrètes quand même. On a implanté une salle de spectacle de concerts qui donne lieu à des expositions qui s'appellent l'Épicerie Moderne, qui est un lieu un petit peu alternatif, géré par une association par le milieu, mais qui est très dynamique. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, ça propose une offre culturelle nouvelle pour les habitants du territoire. Mais la particularité aussi, c'est que de par la programmation culturelle de cet équipement, c'est un équipement qui maintenant a un rayonnement métropolitain. Et du coup, il y a des grands Lyonnais qui viennent à cet endroit-là, donc c'est au sud à Fézin, à côté de la raffinerie, donc un secteur qui est très peu qualitatif. Et du coup, beaucoup de gens, grâce à la culture, finalement, découvrent le territoire alors qu'ils n'y seraient jamais allés et qu'ils en avaient une image très dégradée. Et on continue d'intervenir avec cette structure, notamment pour faire des concerts, par exemple, chez les industriels, pour que les salariés aussi, parce que finalement, pour les habitants, ça fonctionne à peu près,
Quand on crée un équipement, ils l'utilisent, mais les salariés, une fois qu'ils ont fini le travail, ils rentrent chez eux, ils n'utilisent pas les équipements. Donc on a aussi un enjeu, c'est que la culture maintenant, elle rentre dans les entreprises et qu'effectivement les salariés puissent bénéficier aussi de l'offre culturelle. Mais on est très en retard, clairement on n'est pas très bon là-dessus. Je vais juste faire un petit rappel. Je pense que je vais changer le micro. Ça marche? OK, vous m'entendez? Parfait. Alors, je vais juste faire un petit rappel pour vous dire que comme nos échanges sont sténographiés comme à l'habitude de l'Office et qui vont être mis à la disposition des gens qui ne pouvaient pas être parmi nous, ce serait très important qu'avant d'intervenir, vous vous nommiez pour que la sténo puisse savoir d'où viennent les commentaires et les questions qu'on entend. Monsieur. J'ai vérifié avec Louise si je pouvais intervenir, puis elle m'a dit oui. Ron Rayside Labessière, architecte. Ma question concerne, vous avez parlé au début qu'il n'y avait pas un processus de consultation ou consultation, et par contre, c'est un projet public, il y avait les composantes public-privé, et vous avez décrit, même dans certains espaces, un peu l'implication des résidents, mais ma question, c'est sur la grande planification aux étapes au début de la clarté, de la clarification de comment est-ce qu'on allait procéder. C'était quoi le mécanisme pour impliquer les représentants des différentes associations, la société civile, les résidents? C'est quoi ces démarches-là? Et est-ce qu'il y avait les zones de conflit? Puis si oui, comment est-ce que vous avez un peu géré tout cet environnement-là de différents représentants? Merci. Alors effectivement, comme on n'a pas l'équivalent de l'ECPM loin de là, et comme on n'avait pas effectivement de processus de concertation, je dirais plus classique, tel qu'il pourrait exister sur des projets urbains en France, c'est vraiment on a pris notre bâton, toute l'équipe de la Mission Vallée de la Chimie de la métropole de Lyon, et on est allé à la rencontre pendant près de 10 mois de l'ensemble des acteurs, un peu comme pourrait faire l'ECPM, pour aller effectivement déjà faire un diagnostic avec les gens du milieu, les industriels. Et tous ensemble, on les a associés à la construction de notre master plan dont je vous ai parlé, qui s'étale jusqu'à 2030. On a fait des ateliers, donc finalement, qui peuvent ressembler un petit peu à ça, où chacun a pu s'exprimer, mais qui n'étaient pas formalisés. Il n'y a pas eu, effectivement, comme va le faire le CPM, un rapport. Sauf qu'aujourd'hui, on a confié effectivement l'évaluation de cette politique d'aller au contact de l'ensemble des acteurs à un cabinet indépendant qui vérifie que les mesures que l'on prend en termes de politique publique sont bien cohérentes avec ce que l'on avait co-construit avec les acteurs. Et ça a pris la forme donc, de ce que j'ai appelé l'appel des 30. En fait, l'appel des 30, c'est le Grand Lyon et 29 autres acteurs, soit des acteurs économiques, des acteurs institutionnels, des associations d'habitants. Et ensemble, on a lancé l'appel des 30 pour faire de la Vallée de la Chimie un territoire à requalifier. En se disant tous, on a un point commun, c'est que de toute façon, on veut que ce territoire soit plus attractif, plus qualitatif. Les zones de conflit, elles existaient et elles sont liées essentiellement à la problématique des risques technologiques. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais on est sur un secteur de la métropole de Lyon où les industriels produisent énormément de risques technologiques. Et depuis un accident assez célèbre en France de 2001 à Toulouse, on a désormais une réglementation très stricte sur les risques. Et les zones de conflit qu'on a pu avoir sur le projet, elles sont nées de cette problématique de risque. Parce qu'en fait, les industriels qui sont présents engendrent des travaux importants chez les habitants, chez les propriétaires. On a 5800 logements à réhabiliter à cause des risques. Et les habitants disent « mais nous, on n'a rien demandé ». Certains étaient là avant l'industriel qui produit du risque. Et du coup, les vraies zones de conflit, elles ont porté là-dessus. Alors, on a imaginé des mécanismes, et désormais, 100% du coût des travaux est pris en charge, chez les habitants, par le Grand Lyon, les industriels et l'État fédéral, on va dire, de telle sorte que ça ne coûte rien aux habitants. C'est un des moyens de médiation qu'on a pu avoir, parce qu'effectivement, c'était un vrai biais dans le dispositif de construction d'un projet de territoire. C'est intéressant. Et oui, et effectivement, vous avez raison. Quand l'État paye, c'est quand même avec les recettes fiscales en partie des habitants et des entreprises aussi. Madame, juste dans le sens de l'alternance dont je parlais tout à l'heure, et on revient à vous, monsieur, après. Mais ça va peut-être être la même question. Bonjour, Louise Constantin, de la Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain, la FECHIM. Votre exposé était très intéressant, mais votre dernière phrase m'a vraiment interpellée, celle qui porte sur le logement, où vous avez dit que vous faisiez des efforts, si j'ai bien compris, non pas tant pour attirer de nouvelles populations, mais pour bien servir les populations existantes. Est-ce que vous pourriez élaborer davantage? Oui. Alors, comme je viens de le dire juste avant, il s'avère qu'on a 5800 logements à réhabiliter à cause des risques.
Donc en fait, c'est des mesures de protection. Par exemple, il faut changer les fenêtres, changer les portes. Dans un grand nombre d'habitations, près de 1000 habitations, il faut même créer des pièces de confinement à cause du risque toxique, donc c'est extrêmement lourd. Mais en fait, vu qu'on intervient avec une politique globale de logement, la métropole de Lyon, on se dit, tant qu'à faire les travaux au titre des risques, autant en profiter pour mettre en place d'autres outils pour les habitants en place, sur la rénovation thermique des logements par exemple, sur l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Du coup, on a une politique globale sur la vallée de la Chimie, sur le logement. Et sur le logement neuf, donc on produit 10 000 logements, comme je l'ai dit, à l'échelle du Grand Lyon chaque année, en moyenne, hein. Sur ces 10 000 logements, on produit 2 000 logements locatifs sociaux financés par la métropole de Lyon en partie, et à peu près 1 000 logements, ce qu'on appelle en France, en accession sociale à la propriété. Donc c'est des logements en acquisition, mais sous plafond de revenus, donc qui sont pour les ménages les plus modestes. Et on est très vigilant à ça. Et on a aussi, et c'est le cas sur la vallée de la Chimie, une politique de logement coopératif, donc, comme vous pouvez l'avoir ici à Montréal, sans doute moins poussée qu'au Québec, mais qui se développe et qui est portée par la collectivité. Alors l'effort que l'on fait sur le logement coopératif, c'est que dans la majorité des cas, on apporte le terrain. C'est-à-dire c'est sur des terrains publics, soit propriété des communes, soit du Grand Lyon, et on donne le terrain gratuitement aux coopératives. Par contre, on ne les aide pas financièrement au-delà de l'apport en nature du terrain, du coup. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Donc, en fait, on a un panel d'outils sur le logement large, quand même, mais parce qu'en France, les organismes qui produisent le logement social sont très liés au Grand Lyon sur son territoire. On est l'actionnaire majoritaire de ces organismes de logement social, et du coup, on peut vraiment piloter l'offre de logement, notamment la typologie des logements, les publics à qui elle est destinée, vraiment de manière très, très fine. Je vous remercie. Merci. Monsieur? Bonjour, moi c'est Éric Michaud du comité de logement Ville-Marie. C'est aussi sur le logement que je voulais vous parler. Vous avez parlé au début de votre exposé de l'arrimage entre l'avenue, par exemple, de grandes entreprises qui ont peut-être des travailleurs qui ont des revenus modestes ou moyens bas. Comment l'arrimage se fait au niveau du logement là, pour ces travailleurs-là? Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Puis est-ce qu'il y a une offre notamment de logements sociaux pour ces travailleurs-là, puis d'accès à la propriété? Bonne question. Effectivement, ça complétera ce que j'ai dit. Alors, effectivement, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on le prend en compte le plus en amont possible. C'est-à-dire que quand un industriel ou une activité économique nous indique qu'elle va s'implanter, entre le moment où elle décide de s'implanter dans la vallée de la Chimie et le moment où son activité est mise en service, le temps moyen en France, c'est à peu près 3 ans, quoi. Et du coup, effectivement, on a un service de prospection et de prospective. Alors, je sais que ça peut vous intéresser sur le logement, mais aussi sur les autres équipements publics. Par exemple, sur les écoles en France, les écoles sont gérées par le Grand Lyon, enfin les collèges, et les écoles sont gérées par les villes, mais on travaille vraiment en prospective, de telle sorte que quand l'entreprise s'implante, on s'assure que les équipements ont bien été livrés en amont de la livraison de l'entreprise. Et du coup, c'est un travail très fin sur l'offre de logement. Comme on a la main sur quand même à peu près 25% de la production de l'offre au Grand Lyon, sur le logement locatif social et le logement en accession sociale, sur 25%, on peut déjà diriger un petit peu les outils pour les besoins spécifiques des industriels. Et sur le restant, en France, on a un dispositif qui s'appelle le 1% logement, c'est-à-dire que toutes les entreprises en France collectent 1% de leur masse salariale pour produire du logement pas social, du logement locatif notamment, pour les salariés. Et du coup, on a cet outil-là qu'on active, mais vraiment, je pense que la recette, c'est l'anticipation. Je sais qu'ici, c'est quelquefois un problème. Vous avez tendance à livrer les écoles quelques années après que le quartier soit finalisé. Je dis pas que c'est parfait en France, mais quand même, de manière générale, c'est très anticipé sur le logement, mais j'élargirais même sur tous les équipements publics. Particulièrement intéressant. Madame? Bien, Catherine Harel-Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal. Donc, je voulais savoir comment vous fonctionnez justement pour vos prévisions de nombre d'élèves au niveau des responsabilités puis au niveau des projections. Puis ma deuxième question était plus au niveau des terrains. À qui appartiennent les terrains de ces 10 écoles? Des groupes scolaires? OK. Alors, on a des outils de prospective très développés, effectivement, en France, sur les systèmes scolaires. Parce que, vous le savez, en France, les enfants rentrent à l'école assez tôt, à 3 ans, et souvent, avant de rentrer à l'école, ils sont dans des dispositifs qu'on appelle des crèches. Donc, en fait, on a une très bonne connaissance de notre démographie et de notre population scolaire. Et en plus, les écoles, comme je l'ai expliqué, c'est très différent, sont de compétences des collectivités. Donc, des villes,
des métropoles, des agglomérations ou des régions pour les lycées, les écoles à partir de 16 ans. Et du coup, effectivement, il y a des systèmes de calcul presque automatisés grâce au recensement de population, grâce au recensement des enfants qui sont scolarisés dans les crèches, qui nous permettent d'anticiper de manière extrêmement fine, à quelques enfants près, par quartier, à des échelles territoriales très fines, les besoins scolaires. Et quand je disais qu'on n'est pas trop mauvais, on n'est pas non plus parfait. Aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, près d'un tiers des écoles qu'on livre, on les livre dans ce qu'on appelle des bâtiments provisoires. Mais elles sont quand même livrées le jour J, ce qui est déjà pas mal. Et en général, le bâtiment définitif, il est livré 1 an après, quoi. Donc il y a un petit retard quand même à l'allumage, parce qu'on a une croissance de population forte, comme vous pouvez l'avoir ici. Et les terrains, c'est toujours sur des terrains publics. Et quand on est obligé de construire sur des terrains privés, ce qui est le cas sur la vallée de la Chimie, on vient de construire un collège, eh bien on a acheté le terrain à un industriel. Mais pour le coup, dans la négociation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on lui a acheté ce terrain extrêmement peu cher, parce que de toute façon, on lui a dit, c'est un industriel qui en plus a des projets de développement. On lui a dit, si vous voulez que vos futurs salariés puissent scolariser vos enfants, il faut qu'on construise un collège. Donc on l'a mis un peu devant le fait accompli, et on a acheté le terrain à un prix très, très correct, très, très correct. Mais avec des sujets de dépollution qui sont là pris en charge par la collectivité quand même. Mais c'est 100% la collectivité, effectivement. Merci, monsieur. Oui, bonjour. Mon nom est Daniel Pearl. Je suis professeur à l'école d'architecture de l'Université de Montréal et un architecte associé à la ferme L'Œuf. Une présentation fort intéressante. Il y a 2 questions peut-être qui sont liées. La question de la phytorémédiation, c'est une question de temps. On ne peut pas le faire dans 1 ou 2 ans. Il y a toujours cette pression financière. Dès que les fonds sont en place pour développer un projet, on ne peut pas faire la phytorémédiation. Donc, la notion de commencer avant et quels sont les moyens financiers pour débuter ce projet avant, ça, c'est la première partie A. La deuxième partie, c'est, vous n'avez pas raison, il y a des choses en France que vous faites mieux que nous. Et ça, c'est vraiment les projets d'occupation transitoire, tout le mouvement de SNCF, maintenant la nouvelle charte de Paris sur ces notions des espaces transitoires. J'aimerais mieux comprendre comment on peut construire une communauté quand les gens ne sont pas là pendant la construction, parce que les gens qui vont demeurer là, ils vont vivre dans un chantier pendant au moins une décennie, puis la notion de construire la coproduction avec les gens locaux dès le début, pour moi, devient un défi peut-être aussi grand que toutes les infrastructures vertes que vous avez suggérées. Merci beaucoup. Merci. Alors, effectivement, sur la phytoremédiation, vous avez tout à fait raison. Hein, c'est des process qui prennent beaucoup de temps, en général entre 8 et 10 ans, donc c'est extrêmement long. Nous, on a la chance, c'est qu'on a près de 400 hectares de foncier industriel qui, de toute façon, pour qu'ils mutent, effectivement, il faut déjà qu'ils soient dépollués, il faut que les infrastructures aient été traitées. Donc, on est dans des dispositifs très en amont, avec en plus une prise de conscience de l'État fédéral, on va dire, en France, de l'intérêt de financer une partie de ces process de dépollution. Et du coup, les industriels sont assez fortement aidés, y compris par l'Union européenne, donc à un échelon très haut. Il y a des subventions sur ces questions de phytoremédiation. Mais sur les terrains où on doit aller plus vite, j'ai l'exemple justement sur un équipement scolaire, on a construit dans la vallée de la Chimie, avec des acteurs économiques, des plateformes spécifiques pour faire de la phytoremédiation, où en fait les terres sont apportées et elles sont traitées sur la plateforme, avec en plus des systèmes quand même accélérés, qui prennent 3 ans à peu près. Et la terre qui est dépolluée, elle est même réutilisée dans la fabrication de ciment, avec un des leaders français du ciment qui s'appelle Vicat. Et du coup, la terre dépolluée, elle a une logique d'économie circulaire, elle est 100% recyclée dans des bétons. Donc ça, c'est un des moyens. Mais effectivement, là aussi, la recette, c'est bien l'anticipation, vous avez tout à fait raison. Sur les dispositifs d'aménagement provisoire, temporaire, le temps de construction du projet, la question se pose vraiment dans la chimie, justement, notamment sur les secteurs dont vous parliez, qui sont aujourd'hui pas forcément constructibles, dont on ne connaît pas encore les futurs usages et tout ça. Donc nous, la recette qu'on a eue dans la vallée de la chimie, je l'expliquais, c'est autour de ce qu'on appelle le paysage participatif notamment. Comme on est sur des terrains où les risques technologiques sont très importants, tant qu'il y a les risques, mais à terme les risques vont diminuer parce que les industriels investissent pour quelque part améliorer leur process, c'est des secteurs où on ne peut pas construire par exemple. Donc on va imaginer des dispositifs où les gens ne vont pas être là de manière pérenne, par exemple pour faire du jardinage, ça c'est bon, ils peuvent venir quelques jours, et du coup on les fait travailler effectivement sur des projets participatifs, notamment sur de la biomasse, j'en parlais tout à l'heure, des salariés, des habitants, pour qu'aussi ils puissent prendre conscience du temps du projet, qui est effectivement assez important. Et du coup on a mis à disposition une 15aine d'hectares
sur des projets participatifs sur lesquels on fait par exemple intervenir les enfants des écoles. Donc l'idée, c'est de construire tous ensemble le devenir de ce territoire et de se dire, mais la biomasse qu'on va planter ici tous ensemble, elle servira demain aussi l'ADN de ce projet autour de ce que j'appelais l'usine énergétique. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, il nous reste environ 5 minutes avant de finir, donc je dirais, madame, vous attendiez depuis tout à l'heure, je vais vous faire passer en premier, peut-être prendre les 2 interventions ici, et ensuite la dernière de l'autre côté pour qu'on puisse clore la séance. Mais M. Lahem a dit qu'il restait avec nous, donc on pourra continuer pendant les pauses et lors du lunch à lui poser des questions s'il est... Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Je suis Kathleen Vaughn, artiste et prof en éducation artistique à l'Université Concordia. Vous avez beaucoup nous parlé du terrain et des gens. Je veux savoir si vous avez pris en considération le bien-être et la biodiversité du fleuve. Alors, vous avez le Rhône tout à côté de votre belle ville. Comme nous aussi, nous avons notre Saint-Laurent. Et c'est ça que la bien-être environnemental du fleuve, j'aimerais en savoir plus, s'il vous plaît. D'accord, effectivement, je suis allé très vite, donc je ne l'ai pas expliqué. Mais oui, on a pris en compte le bien-être, on a lancé ce qu'on appelle une étude d'impact sur la santé, notamment, sur le projet Vallée de la Chimie. Et sur l'aménagement du fleuve, effectivement, on a lancé beaucoup d'aménagements pour effectivement redonner l'accès au fleuve, parce qu'en fait, on est sur un secteur où les habitants, de fait des implantations industrielles, n'accédaient plus à la rivière, alors qu'historiquement, on l'a bien vu, ils avaient un accès. Donc on travaille vraiment sur cette rupture d'accès à l'eau, et on est en train d'aménager alors, ce qu'on appelle, nous, les berges technologiques. À Lyon, on a beaucoup aménagé les berges dans le centre de Lyon. Il y a une vraie politique d'espace public. Et on est en train, justement, d'étirer cet aménagement en direction du sud pour redonner l'accès au fleuve. Oui, tout à fait. Et aussi pour les créatures non humaines, Oui, pour la faune aussi. Parce qu'en fait, on a beaucoup de secteurs, à cause des risques, où les habitants n'ont pas le droit d'aller. Et on en fait, du coup, des réserves écologiques pour, justement, les projets de compensation environnementale. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour, Pablo Martinez, commissaire industriel pour PME Montréal Grand Sud-Ouest, l'organisation de développement économique. Ma question est surtout sur le renouvellement du territoire, mais du point de vue industriel et commercial. Donc, on parle de garder une mixité d'emplois, une mixité pour que les résidents, et même les résidents locaux, puissent continuer à travailler dans ces industries. Comment vous avez fait ça? Est-ce que vous avez mis des mesures pour garder une certaine abordabilité du mètre carré? Oui. Effectivement, on a travaillé avec les propriétaires industriels, déjà en définissant une typologie d'activités de manière privilégiée, donc qui est les activités chimie, énergie, environnement, donc c'est un spectre quand même assez large, mais de fait, on interdit le commerce, on interdit la logistique, sauf la logistique de ces activités chimie, énergie, environnement, et du coup, avec cette typologie d'activités, on s'assure qu'effectivement, la rente foncière économique ne va pas atteindre des montants extrêmement élevés. Je l'ai expliqué tout à l'heure, on privilégie par exemple les activités productives avec de l'emploi industriel et au détriment, y compris de projets tertiaires. On a pu avoir des projets d'activités de bureaux très intéressants, on leur a dit non, en accord avec les industriels, en se disant on va surtout promouvoir les emplois productifs. Et du coup, ces terrains-là, de fait, leur rente, elle reste moins élevée. Donc c'est des terrains qui restent plus accessibles. Par contre, la contrepartie de demander aux industriels de ne pas vendre les terrains hors de prix, c'est de dire les projets qu'on va choisir tous ensemble qui vont s'implanter, ils vont mutualiser, ils vont avoir des synergies avec l'énergie, avec les services, et du coup vous allez aussi avoir une rentabilité du fait de l'emploi de ces services-là. Mutualiser le restaurant, mutualiser la logistique. Donc c'est pas que la valeur du terrain qui a été prise en compte du coup. Merci. C'est intéressant. Merci de votre présentation, Monsieur Lahaye. Je m'appelle Roberta Kapelovich. J'ai une question qui se relie un peu à la question qui portait sur la biodiversité de fleuve. C'est que quand les industries, les compagnies s'implantent dans cette vallée, cette zone de recherche et d'industrie, avez-vous des critères en place verts pour les compagnies? Ça veut dire non simplement que les compagnies mettent en œuvre les stratégies énergétiques saines et productives, mais aussi d'avoir des zones vertes, des arbres. Quels sont les critères que vous mettez en œuvre? Est-ce que les compagnies doivent renouveler comme si un arbre mort, il faut le replanter? Alors, ça permet d'adoucir un peu tous ces effets néfastes ou négatifs sur l'environnement. Effectivement, on a des critères. Alors, on a déjà des critères maintenant très stricts en France, notamment sur la biodiversité, dans les nouveaux projets économiques et industriels de la part de l'État fédéral, extrêmement stricts, sans doute même le niveau européen le plus strict.
sans doute beaucoup plus strict que ce qui peut se passer en Amérique du Nord. Hein. Quand un nouveau projet s'implante, par exemple sur le rejet des eaux industrielles, sur la faune et la flore, on a un niveau de contrainte qui même est un frein, hein, je ne le cache pas, à certains types de développement, mais c'est totalement accepté aussi parce qu'on veut justement protéger cette biodiversité. Et on en met une deuxième couche, c'est qu'en plus de la couche fédérale, la collectivité, la métropole de Lyon, impose effectivement, même sur les terrains privés, des réglementations d'urbanisme, on va dire comme ça, pour les permis de construire, sur ces questions de paysage, de préservation de l'eau. Par exemple, on a une politique 100% d'infiltration des eaux pluviales. Interdiction de rejeter les eaux pluviales sur nos réseaux. Nos réseaux sont saturés. Du coup, les industriels doivent trouver les espaces nécessaires, paysagers, pour infiltrer les eaux. C'est un exemple très précis, mais c'est la même chose sur la faune, conserver des corridors. Et ça, on l'impose en plus de la couche nationale. Donc, effectivement, on atteint des niveaux de contraintes qui, dans certains cas, il faut être transparent, nous ont même fait achoper un certain nombre de projets qui ont dit « mais il y a trop de contraintes, on va aller dans un autre pays ». C'est déjà arrivé. Merci. Alors, les gens avaient trop de contraintes. Je m'excuse, je vais me réserver juste une dernière. Quand il y a trop de contraintes, les gens ont abandonné leur projet, mais vos lignes directrices étaient assez fortes pour permettre... Exactement. Pour expliquer cette perte. Pour expliquer et l'assumer, y compris pour le politique, de dire ce projet-là, il n'a pas sa place ici parce qu'il ne respecte pas un certain nombre d'éléments de notre projet cadre. Et on a pu refuser, j'ai en tête un projet assez important en investissement, mais on l'a refusé et il est parti ailleurs, il est parti dans le sud de l'Asie et c'est totalement assumé. Merci beaucoup. Merci à Monsieur tous. Lahaye, je vais me réserver une dernière petite question parce qu'on vient de terminer une autre consultation où la question de la cohabitation entre les zones résidentielles et des activités industrielles relativement lourdes était vraiment au cœur de toutes les questions. J'aimerais savoir vous me dites que vous prévoyez du logement pour des entreprises qui viennent s'installer, qui continuent à faire des activités productives industrielles. Qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que vous prévoyez des choses pour justement permettre ces interfaces entre les quartiers résidentiels habités et ces entreprises potentiellement productrices Oui, de alors nuisances? c'est une bonne question. On a tout à fait été obligé de le prévoir parce que ce qu'on se rend compte, c'est que dans la vallée de la Chimie, par exemple, moins de 5% des salariés habitent en fait dans le secteur, alors même qu'on a 100 000 habitants. Mais les habitants qui habitent ici travaillent à l'autre bout de l'agglomération. Donc on a un vrai enjeu à communiquer sur l'offre qu'on va créer, l'offre de logement, le plus en amont, comme je le disais, auprès des industriels. Pour leur dire, mais regardez, informez vos salariés sur le fait qu'il y a une offre disponible en proximité, ce qu'ils ne faisaient pas en fait, naturellement, parce que ce n'est pas leur métier de communiquer sur le logement. On parle d'une usine, par exemple, de produits phytosanitaires, ce n'est pas son sujet. Mais du coup, on lui donne tous les éléments pour qu'elle puisse communiquer, on lui donne les bons contacts auprès des organismes de logement social, des coopératives d'habitat, pour que la mise en relation puisse être faite. Et le projet de centre de recherche de Solvay, c'est 1000 collaborateurs qui doivent venir de Paris. On les accompagne, c'est un projet qui sera en 2022. Ça fait déjà 1 an qu'on fait des présentations à Paris en expliquant l'offre de logement aux futurs salariés, effectivement. Sinon, naturellement, c'est très compliqué et ils vont se dire on va aller habiter ailleurs dans l'agglomération avec toutes les problématiques de mobilité, de déplacement. Vous avez raison. Et ça, il faut vraiment le faire. Et finalement, si le Grand Lyon, si la collectivité ne le faisait pas, les industriels ne le feraient pas tout seuls. Donc il y a un vrai travail de médiation avec eux, effectivement. Et il y a un travail d'aménagement aussi, et d'espace public, d'espace tampon, etc. Tout à fait. C'est super intéressant. Je vous remercie beaucoup. Beaucoup du fond du cœur. Alors, je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements. Donc, dans l'horaire, on est vraiment à temps. On a une pause jusqu'à 10h15 et on va reprendre avec le panel 1 ici sur mettre en valeur le patrimoine. Et de l'autre côté, dans la salle 2, le panel « Mettre en scène des entrées de ville harmonieuses ». Merci beaucoup et à tout à l'heure.